Mesdames, Messieurs, merci d'être au Méliès sur cette séance un peu spéciale de masterclass. On inaugure, à vrai dire, parce qu'il y en aura d'autres. On est même en passe de devenir le correspondant cinéma des masterclass de France Culture. Ouais. Ouais, alors sauf que ça devait se faire dès celle-ci. Voilà, donc il y a un tout petit loupé sur le démarrage. Mais la prochaine, en mars, si tout va bien, sera avec notre ami et voisin Reda Kateb. Et ensuite, on déclinera sur des cinéastes et acteurs français et internationaux. Donc leur référent livre, c'est la Bibliothèque nationale de France. Leur référent cinéma, c'est le Méliès de Montreuil. C'est pas mal quand même. Ouais. Voilà. Et nous, on voulait vraiment commencer ce cycle-là avec un cinéaste de dimension internationale plutôt qu'avec notre ami et voisin qui est venu présenter 10 films. Je parle de Reda. Et ça fait des années en fait qu'on souhaite faire venir celui qui est pour moi un des 5 plus grands cinéastes contemporains, probablement le plus important de ceux apparus au XXIe siècle, en fait, je dirais ça comme ça, qu'on n'avait pas vu venir avant et qui tout à coup ont marqué dès leur premier film apparaissant en France, en l'occurrence Le Disciple à Cannes, à la section Un certain regard, voilà, une espèce de tremblement de terre, quoi. Et je dis ça y compris après avoir revu les 4 films successifs en 2 jours. Ce que vous pouvez faire dans la continuité de cette masterclass, puisqu'on passe notamment Le Disciple tout à l'heure. Voilà, je ne les introduirai pas plus, si ce n'est que je souhaite chaleureusement remercier Black Film, représenté par Claire aujourd'hui et par Philippe Lux hier, qui sont pour beaucoup dans le fait de faire venir et Robin Östlund il y a quelques mois, que vous avez peut-être entendu sur France Inter, faire l'éloge du Méliès en Suède, à Göteborg. Il a cité le Méliès comme exemple de salle où on rencontre des vrais spectateurs qui posent des vraies questions. Voilà, et donc merci beaucoup à Backfilm, et je vous demande d'accueillir Joël Chaperon pour la traduction et Kirill Serebrennikov. Добрый день, bonjour à tous. Bonjour et merci beaucoup d'être là, ça nous fait extrêmement plaisir. Parmi les cinéastes dont on se disait tiens ce serait quand même bien de les recevoir un jour, il y avait Kirill pour une raison très factuelle, qui est que je crois qu'il est le seul à avoir occupé presque toutes nos couvertures à chaque sortie de nouveau film. C'est-à-dire qu'on a fait une couverture de programme avec Leto, on a fait une couverture de programme avec La Fièvre de Petrov, on a fait une couverture de programme avec La Fièvre de Tchaïkovski. Voilà, et ça, pour nous, c'est l'indice de notre éditorialisation. C'est-à-dire qu'on considère chaque fois que le film le plus important qui vient de sortir pendant le mois, c'est le nouveau film de Kirill Serebrennikov. Et j'ajouterais une chose, c'est que quand moi j'ai découvert Le Disciple au Festival de Cannes, j'ai écrit dans la revue Positif que c'était le film le plus important du festival. Donc c'est quelqu'un dont je pense depuis les premières images que c'est un maître du cinéma mondial, pour faire court. Спасибо большое за хорошие слова. И это как бы приятно слышать в 2 часа дня, в воскресенье. Это безумно важно. И для меня вообще поднимает настроение. Но я уже нахожусь в хорошем настроении, потому что вижу какое-то потрясающее место с очень мне знакомым таким вайбом. Каких-то людей, детей, молодых, разных возрастов, людей, которые приходят в этот центр, как это напоминает мне тот театр, которым я руководил в Москве, который, к сожалению, закрыли. Но вот у нас была похожая атмосфера, и мне это очень напоминает, в общем, какие-то приятные моменты моей жизни. Merci, effectivement. Tout à fait ravi surtout, merci pour ces mots extrêmement chaleureux que vous m'offrez un dimanche à 14h. Pour moi c'est véritablement extrêmement important parce que ça me met de bonne humeur. Je dois vous dire que de toute façon j'étais déjà de bonne humeur quand j'ai découvert ce super endroit. C'est une espèce de vibration à l'intérieur qui fait que de voir cette salle avec tous ces gens, avec des enfants, avec des gens de tous les âges, ça me rappelle un petit peu le théâtre Gogol que j'ai longtemps dirigé à Moscou et que malheureusement a dû fermer ses portes, et ça me rappelle un peu cette ambiance-là. Vraiment merci. Alors, je vais expliquer un tout petit peu le mode de fonctionnement de cette masterclass. Je vais situer très rapidement Kirill Serebrennikov en 30 secondes chrono. Ensuite, on va prendre ces films dans l'ordre inverse de la chronologie. On va partir du tout dernier, La Femme de Tchaïkovski, qu'on a diffusé hier soir ici même, et on va remonter jusqu'au Disciple, avec peut-être une question finale sur les films qui l'ont précédé, que malheureusement, nous ne connaissons pas encore en France. Je préviens parce que vous avez l'impression sans doute que je ne traduis pas les questions, mais Kirill parle suffisamment bien français pour comprendre les questions.
Alors, simplement, Kirill est né à Rostov-sur-le-Don, à la frontière ukrainienne, en 1969, d'un père juif chirurgien et d'une mère d'origine ukrainienne, professeur de littérature. Je donne ces détails-là parce que parfois, ça a une influence dans le contenu des films. Il est diplômé en physique, et c'est donc l'ancien directeur, il vient de le rappeler, du Centre Gogol de 2012 à 2021, metteur en scène de théâtre, d'opéra, ayant fait l'ouverture du Festival d'Avignon cette année. Ses 3 derniers films ont été en compétition du Festival de Cannes, et ils auraient chacun dû avoir la Palme d'Or. Ça, c'est un anniversaire, je plaisante. Et il achève en ce moment un film adapté de Limonov d'Emmanuel Carrère, avant d'entreprendre l'adaptation d'un autre roman français, La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guèze, qui a lui aussi eu le prix Renaudot. Première question, on parle donc de la femme de Tchaïkovski. En revoyant les films, dans Leto, on parle à un moment de Tchaïkovski, et on en parle comme l'incarnation du compositeur russe le plus connu en Occident, pour dire qu'il est temps de découvrir d'autres musiciens plus contemporains et plus obscurs. Or, vous êtes revenu à cette figure centrale de la culture russe, donc de Tchaïkovski, mais pour finalement ne le placer qu'au second plan, puisque au centre, il y a la femme de Tchaïkovski. Est-ce que d'emblée, ce projet autour de Tchaïkovski que vous portez depuis des années était décentré? Je dis ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce décentrement du récit permet effectivement d'avoir un autre rapport au personnage, celui qui est connu, mais aussi parce que c'est un autre rapport à sa musique. Ses airs les plus connus ne sont pas du tout entendus dans le film, et que ce décentrement était déjà d'une certaine façon à l'œuvre dans Leto, où Victor était la star du rock russe, et que vous aviez plutôt choisi d'entrer dans le film par l'autre couple, avant de découvrir Victor, le jeune premier, arrivant dans un second temps. Donc, pourquoi et comment avez-vous choisi cette figure du décentrement qui, d'une certaine façon, prolonge le choix narratif de Leto? Да, мне очень нравится, что вы подметили эту закономерность, которая есть. Мне интересно рассказывать о историческом... Ça me plaît beaucoup que vous ayez remarqué ça. C'est toujours une voie que j'avais déjà donc prise lorsque je me suis attelé à Leto. C'est effectivement d'aborder un personnage historique avec d'autres yeux, avec les yeux justement, non pas du personnage, mais des yeux d'un personnage qui ne soit pas forcément évident. J'ai jamais véritablement réfléchi là-dessus, mais je sais qu'il y a un parallèle à faire entre Leto et la femme de Tchaïkovski, parce que justement, contre toute attente, et notamment contre l'attente des spectateurs, je ne vais pas partir du personnage principal, mais je vais partir d'un personnage un petit peu marginal, un petit peu à part, un petit peu secondaire, et pour aborder en fait l'histoire à partir de ce personnage-là et pas du héros. Je pense que cela crée une certaine tension et ça décentre aussi le spectateur qui se retrouve dans une situation peu confortable par rapport à l'histoire à laquelle il s'attendait. Pour moi, c'est effectivement important parce que l'art est un véritable travail et le fait de mettre justement dans cette situation peu confortable le spectateur fait partie du processus de ce travail-là. Я могу объяснить, почему, так сказать, возникли эти конструкции. Они имеют разную причину. В случае фильма «Лето», когда мне... Je peux véritablement expliquer pourquoi en fait j'ai abordé cette construction. Quand on m'a proposé de faire le film Leto, c'est parce qu'on m'avait proposé de faire un biopic sur le chanteur de rock Victor Tsoi, parce que c'était effectivement un moment extrêmement important. Ce chanteur a une place capitale au moment de la perestroïka. Il a accompagné les changements de la fin des années 80 et du début des années 90 en Union soviétique. Tout le pays a chanté une chanson qui disait « Nos cœurs exigent des changements ». En fait, initialement, c'était pas du tout prévu pour que ce soit une chanson qui soit interprétée d'un point de vue social ou géopolitique. C'était une chanson que devaient reprendre les élèves qui, juste entre les cours, entre les leçons, exigeaient une sorte de récréation, si vous voulez, de changement à l'intérieur de leur cursus scolaire, entre les leçons qu'ils recevaient, entre les cours qu'ils avaient. Et c'est devenu, effectivement, cette chanson-là est devenue une sorte d'hymne, et j'ai compris que je devais faire aussi un biopic sur l'histoire du succès de cette personne qui est complètement marginale au début de sa carrière et qui, grâce à son talent et aussi à un concours de circonstances qui fait qu'il est là au bon moment et au bon endroit, et qu'en plus il va mourir de manière extrêmement tragique, va avoir un destin particulier. И вот в истории Виктора Цоя есть персонаж, был персонаж, и я про это знал, которого звали Майк Науменко, и который был человеком, ну таким гуру, человеком, который очень сильно...
Et donc au moment où je me suis attelé à raconter cette histoire, j'ai trouvé ce personnage, un petit peu lui aussi décentré, qui s'appelle Mike Naumenko, et qui était une sorte de gourou. Il a véritablement aidé Victor Tsoi à comprendre, plus que Victor Tsoi ne le comprenait lui-même, son propre talent. Il l'a aidé, sa femme effectivement était plus ou moins amoureuse de lui, et sa bienveillance, la solidarité masculine, c'est véritablement ça qui m'a intéressé quand je me suis attelé à cette histoire. Je ne voulais pas raconter l'histoire d'un succès, mais je voulais raconter l'histoire d'une personne qui voit apparaître près de lui quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui voit surgir ce talent et qui va aller aider justement son ami et in fine aussi aider l'Europe. Donc Leto n'est pas un film sur Victor Tsoi, c'est beaucoup plus un film sur Mike Naumenko, et je dois remercier ici les producteurs parce qu'ils m'avaient passé une commande d'un film sur Victor Tsoi, et donc avec quelqu'un qui était extrêmement célèbre et qui avait fait le top de la chanson, et il se retrouve avec un film sur Mike Naumenko qui souffre véritablement. Вот так же и в случае с фильмом «Жена Чайковского» я собирался снимать фильм. Et en fait, c'est la même histoire qui s'est déroulée avec le film sur la femme de Tchaïkovski. Au départ, je comptais faire un film sur Tchaïkovski lui-même. On devait être dans les années 2012-2013. J'avais reçu de l'argent de l'État pour faire ce film-là, et puis il y a eu une rencontre avec le ministre de la Culture, qui était à l'époque un ministre de la Culture absolument terrible, qui m'a véritablement fait comprendre que c'était une commande d'État, et que donc par définition, à partir du moment où c'est une commande d'État, l'État donne l'argent, et donc le metteur en scène doit faire exactement ce que veut l'État. Donc il n'était pas question, par exemple, que Tchaïkovski soit gay. Да, это те самые люди, которые превратили Российское Министерство культуры в Министерство пропаганды. Ce sont les mêmes personnes qui ont fait du ministère de la Culture le ministère de la Propagande. Вот они, как бы, когда нам это предложили, у нас отвисли челюсти, и мы вернули деньги, все сказали, нет, мы это кино снимать не собираемся. Et donc, effectivement, quand on nous a dit cela, on est vraiment tombé de notre chaise et on leur a dit, écoutez, on ne prend pas votre argent, merci beaucoup, au revoir. И вопрос не в том, что мы очень хотим рассказать о сексуальной жизни великого русского композитора, вообще не в этом дело, а дело в том, что ну как-то отвратительно получать вот этот госзаказ на вранье. Et en fait, la question n'était pas de savoir si on allait faire quelque chose sur la sexualité de Tchaïkovski, c'était pas du tout là-dessus. C'était simplement le fait qu'il était absolument insupportable et rebutant pour nous de faire un film sur un mensonge. Вслед за нашим отказом снимать этот фильм, возвращением денег, началась отвратительная кампания в прессе, в которой они вот как бы включали и анализ сексуальной жизни Петра Ильича, и, так сказать, досталось и всем нам. Ну, в общем, короче, была абсолютно грязная, отвратительная кампания в прессе. Et après notre refus, il y a eu toute une campagne de presse qui a été lancée contre nous, et où on a commencé à analyser la vie sexuelle de Tchaïkovski, et on a été couvert d'insultes. Я просто никогда не думал, что какой-то даже великий композитор XIX века может так всколыхнуть все отвратительное, какое-то сумасшествие какое-то, которое есть, значит, в сознании части российского общества. Мы не думали, что это вызовет такой шквал, значит, негодования. Jamais on a pu penser avec mes camarades que ce grand compositeur du 19e siècle allait entraîner, en fait, allait susciter une telle folie chez toute une partie de la société russe, et que ça allait effectivement déclencher tout ce que ça a pu déclencher. А идея такая: оставьте Чайковского памятником. Он нам нравится в виде памятника. Вот перед conservatoire moscovite. Et on m'a donc laissé clairement entendre qu'il fallait que je laisse tranquille ce monument. Il nous plaît tel qu'il est, parce qu'il faut que vous sachiez que devant le conservatoire de Moscou, il y a une statue de Tchaïkovski qui a été faite par une sculptrice qui s'appelle Moukhina, qui est la sculptrice qui a fait le grand monument de l'ouvrier de la Kolkhozienne, qui était sur le pavillon soviétique de l'exposition universelle qui s'était déroulée à Paris en 1937. И
И вот памятник Мухиной представляет из себя Петра Ильича, сидящего в кресле и как-то вслушивающегося. Et donc, quand vous voyez ce monument, vous voyez que Tchaïkovski est assis, il est dans un fauteuil, il dirige de loin sa musique, en fait, d'un public qu'on ne voit évidemment pas, mais au moment où Mouchina a fait sa proposition à la commission, il paraît qu'il y avait à côté un petit garçon qui jouait de la flûte, a priori il était même nu. Toujours est-il que quand la commission a vu le projet, ils ont dit mais vous êtes complètement folle, vous êtes tombé sur la tête, il n'y a pas question, enlevez-nous ça. Et donc le résultat in fine, c'est que vous avez donc, évidemment il n'y a pas le petit garçon à côté qui joue de la flûte, mais vous avez la variante idéale du compositeur russe où tout va bien, ce compositeur sert l'art, et comme tout monument, bien évidemment, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas ce monument-là ne ressent aucune douleur, ce monument-là n'a pas de famille, n'a pas de frère, n'a pas de vie, n'a pas de femme, et donc que peut-on espérer de mieux d'un monument? Поэтому, когда мы, так сказать, в фильме захотели рассказать про реальную жизнь Петра Чайковского, которая... Et dans le film, j'ai eu envie de raconter justement sa vraie vie qui était complètement absolument fantastique. C'est une vie, j'allais dire presque inattendue. Et cette vie que je voulais raconter a déclenché une campagne extrêmement agressive parce qu'on ne veut pas savoir en Russie. On ne veut pas savoir que c'est lui qui a ouvert le Carnegie Hall. On ne veut pas savoir qu'il est monté en haut du premier gratte-ciel. On ne veut pas savoir que c'était comme il était accueilli en Europe comme une espèce de rockstar. On ne veut pas savoir non plus qu'en Russie, parce qu'évidemment lui il n'avait qu'une envie, c'est d'être reconnu dans son pays, il n'a obtenu cette reconnaissance qu'à la toute fin de sa vie, et tout ça on ne voulait pas le montrer, les traditionalistes en tout cas étaient contre. Поэтому, так сказать, это все было принято абсолютно как агрессия. Фильм «Жена Чайковского» возник совершенно случайно, он возник от того, что... En fait, c'est véritablement par hasard que ce film, l'affaire de Tchaïkovski, est né. Et il se trouve que j'étais en train de préparer le film d'après Emmanuel Carrère, Limonov, et pour des raisons extérieures à ma volonté, il avait fallu que le tournage soit reculé d'1 an. Et j'ai donc proposé à mon producteur, je lui ai dit écoute, j'ai un petit scénario qui pourrait faire partie en fait, d'une espèce de grand film que je compte faire sur Tchaïkovski, tu verras, c'est un petit film. Je me dis que tant qu'à faire, autant garder justement ce désir d'avoir une équipe, puisqu'elle est prête, ils sont là, autant essayer de faire ce petit film-là, et donc in fine, on a tourné dans un laps de temps relativement court, on a tout tourné en studio. C'est par hasard quasiment que ce film est né, et bien évidemment, il n'est pas question qu'il soit projeté au moins dans les prochaines années en Russie, compte tenu de tout ce qui vient de se produire. Зная, что фильм будет там каким-то абсолютно маниакально пристальным вниманием тех же самых традиционалистов и охранителей культуры, мы, разумеется, я когда писал сценарий, подошел достаточно ответственно. Et comme je savais qu'effectivement les fameux traditionalistes, les conservateurs allaient scruter ça, j'ai pris mes responsabilités et je me suis appuyé sur les vrais textes, je me suis appuyé sur les sources véritables, ce qui fait que ce que vous voyez dans le film, en fait, ce sont des choses que j'ai trouvées dans des lettres, dans différentes sources. Il n'y a quasiment rien qui soit issu de ma propre imagination, si ce n'est bien évidemment le regard que je porte sur eux, le regard qu'elles portent sur lui, mais sinon je me suis appuyé sur des vrais textes, sur le texte notamment du livre que M. Sokolov a fait. Sokolov a fait un petit livre qui est sur la vie de la femme de Tchaïkovski, qui est une vie extrêmement complexe, une vie compliquée. C'est un tout petit livre, il a réussi à retrouver toutes ses lettres, il a récupéré des souvenirs, il a réussi à reconstituer quasiment toute sa vie, de sa naissance à sa mort. Et puis il y a une deuxième source extrêmement importante également, c'est un livre de M. Poznansky, qui est un professeur de l'université de Yale, qui lui a fait 2 tomes sur la vie de Tchaïkovski, que évidemment les conservateurs et les fameux traditionalistes ne veulent pas voir, où Tchaïkovski est véritablement extrêmement vivant. On voit ce qu'il fait de bien, on voit ce qu'il fait de mal, et on voit qu'au-dessus de tout ça, il y a son talent, il y a sa musique, mais simplement, nous, en tant que spectateurs, on voit bien qu'à la source de ce talent et de sa musique, c'est sa vie extrêmement complexe, les déceptions qu'il a pu affronter, son désarroi, sa douleur, ses espoirs, et bien évidemment, sa difficulté avec Antonina Miliukova, sa femme. Alors, je note au passage que ce film arrive 6 mois après un film d'un grand cinéaste américain qui s'appelle Frederick Wiseman, qui a fait un film qui s'appelle Un couple, d'après les lettres de Sophie Tolstoï, et qui est aussi le point de vue féminin sur un génie et sur leur vie commune, mais ça c'est une pure parenthèse.
je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu par ailleurs, parce que le film est plutôt confidentiel hein, dans l'œuvre de Wiseman. Non, j'ai envie de poser une question sur ce choix narratif de se focaliser sur Madame Tchaïkovski, le film traite beaucoup de son déni, puisque elle, comme la société russe, ne veut ni voir, ni entendre, ni comprendre l'homosexualité de son mari, et donc qu'il ne pourra pas l'aimer pleinement, y compris charnellement. Et je voudrais l'interroger sur la façon dont le film fonctionne dans la gestion des hypothèses du spectateur sur les raisons qui fondent ce déni. C'est-à-dire, on passe, nous, par l'idée que peut-être elle agit par pur amour, ou par idolâtrie, peut-être par intérêt, peut-être par goût du prestige social. Et le film ne tranche aucune de ces hypothèses psychologiques. Et je voudrais savoir comment, de son point de vue à lui, il a travaillé sur ces hypothèses psychologiques successives pour finalement, je crois, ne trancher dans aucune direction. Да, этот вопрос резонный, и его надо каким-то образом, может быть, обсудить. Во-первых, я хочу сказать, что к гомосексуальности в XIX веке относились гораздо лучше, чем относятся в России сейчас. C'est une question effectivement qu'on peut se poser avec raison. Simplement, je voudrais commencer par dire que l'homosexualité au XIXe siècle était beaucoup plus acceptée qu'elle ne l'est aujourd'hui en Russie. Это не было такой огромной проблемой. Среди геев были великие князья, среди геев были высочайшие чиновники. Вот тот господин, который встречается Чайковскому в поезде, он был правой рукой государя-императора. Это человек, который в течение многих лет занимался внутренней политикой Российской империи. C'était effectivement pas un si grand problème que ça. Il y avait des grands princes, notamment, qui étaient connus pour être homosexuels, ou des fonctionnaires de la plus haute importance. Celui, par exemple, qui va accueillir Tchaïkovski au train, c'était le bras droit de l'empereur et c'était du tsar. C'est vraiment lui aussi qui gérait la politique intérieure. Он был открытый гей. Il était ouvertement homosexuel. Губернатор Москвы был практически открытый гей. И, в общем, это не было проблем. Более того, законодательство порицало насилие в этих отношениях. Насилие. Если это, так сказать, происходит с насилием, то тогда действительно. Но по статистике один или два человека, или один или два случая были, когда геи преследовались через судебную систему. Donc, comme je le disais, des grands princes ou même le gouverneur de Moscou, tout ça ne posait pas de problème. Là où ça pouvait poser problème, parce que la législation le permettait, c'est s'il y avait violence, bien évidemment. Mais dans ce qu'on sait des statistiques, c'est qu'il y a une ou deux personnes homosexuelles qui ont véritablement eu droit à un procès, ont été traînées en justice. Mais une ou deux seulement. Как мы понимаем из фильма, отец Антонины сам, так сказать, имел гомосексуальные отношения, и вообще это было, ну, так сказать, не мешало ему иметь детей и, так сказать, как-то, тем не менее, быть женатым человеком. Как и многим друзьям Чайковского, был знаменитый его друг Кондратьев, у которого было много детей, семья, и, ну, вот при этом он был достаточно открытым гомосексуалом. Et comme on le voit dans le film d'ailleurs, le père de Antonina Miloukova était lui aussi homosexuel et ça ne le gênait absolument pas non plus. Il était marié, il avait des enfants. On voit aussi un des meilleurs amis de Tchaïkovski, Kondratiev, qui lui aussi avait une femme, avait des enfants. Il était ouvertement, tout le monde savait qu'il était homosexuel. Для нее не это является главной проблемой, а главной проблемой является то, что он ее не любит. Donc c'est vraiment pas ça le problème. Son problème à elle, c'est qu'il ne l'aime pas. Or, elle veut être aimée. Elle veut être partie prenante du mythe, de la légende. Elle veut être partie prenante de sa musique. Elle a comme vrai désir d'entrer dans l'histoire à ses côtés. Elle est justement ce petit insecte qui se rapproche du soleil. Elle veut faire partie de ce soleil-là. Elle ne veut pas disparaître. Cela fait partie de son rêve. Это такая, в общем, такой какой-то эгоизм в этой любви, желание обладать. Et c'est extrêmement égoïste, ce besoin, cette envie de posséder le partenaire, de se l'approprier. C'est beaucoup plus fort que le thème de l'homosexualité, bien évidemment. C'est une passion qui est liée à la question en fait, que posait Dostoïevski, qui est « est-ce que je ne suis rien ou bien est-ce que je peux être partie prenante de quelque chose ?» Поэтому мне эта тема гораздо более интересна, и это... Мне бы не хотелось, чтобы это была только история про милую девушку, которая вышла замуж за гея и вышла
конфуз. Et donc pour moi c'est vraiment ce thème-là qui est beaucoup plus intéressant. Je ne voudrais pas que ce soit l'histoire juste d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homosexuel et que bah, voilà, c'est raté. Alors cela dit, j'ai l'impression qu'il y a une façon de résumer, là peut-être qu'il faudra traduire précisément, et pour mettre en perspective le film et sur l'enjeu de la place de la femme dans l'ère post-MeToo. Et donc j'aimerais bien l'interroger là-dessus parce que c'est un drôle de portrait de femme à l'heure d'aujourd'hui, ce film-là, parce qu'elle semble, elle, ne pas pouvoir exister sans l'homme qu'elle a épousé. Il y a cette espèce de dépendance amoureuse, de fascination. Elle cherche à lui être aliénée quand lui ne rêve que de reprendre sa liberté. Et donc, est-ce que ce qui l'intéresse, c'est aussi l'emboîtement de ces aliénations, c'est-à-dire il fait une concession aux conventions sociales en l'épousant et le paye toute sa vie, tandis qu'elle s'enferme dans ce qu'elle croit être l'amour ou le rôle de l'épouse. Роль общества в этой истории. В реальной жизни проблема случилась. Вот Alors, je voudrais quand même revenir sur le rôle de la société. En fait, dans la vraie vie, le problème de la vie réelle dans ce sujet particulièrement tragique, c'est que Tchaïkovski voulait mener une vie absolument normale. Ce qui, lui, le faisait particulièrement souffrir, c'était les rumeurs qui couraient sur son compte. Alors, encore une fois, l'homosexualité à l'époque était plus ou moins acceptée. C'était pas juste sur l'homosexualité, c'est que le fait qu'il était très croyant et que donc il estimait qu'il n'était pas normal en fait en tant que personne et que cette anormalité pouvait influer de manière mauvaise sur sa musique parce qu'il était persuadé que la musique venait de Dieu et que son anormalité venait du diable. D'où ce fait qu'il se retrouvait sur le champ de bataille entre quelque chose qui venait du suprême et quelque chose qui venait d'en bas. Et ce qu'il faisait particulièrement souffrir, il était comme une sorte de victime justement de la chrétienté. Ему казалось, что если он будет грешить дальше, то просто Бог лишит его, или высшая какая сила лишит его возможности сочинять музыку. Il était persuadé que s'il continuait de pécher comme cela, Dieu, pas le Dieu, mais Dieu, le priverait définitivement de la composition de la musique. Поэтому он решил... Et donc il voulait véritablement, comme on dit, prendre femme, il voulait avoir une vie normale. Et il était au moment où il l'a rencontré, il était en train d'écrire son opéra qui allait devenir l'opéra Eugène Onegin avec Tatiana qui est une jeune fille amoureuse, une Tatiana qui écrit des lettres et en fait il est dans la position de l'observateur. Il vient trouver dans cette jeune fille le personnage qui va montrer Tatiana amoureuse en train d'écrire. Он приходит, видит милую девушку и думает, а почему бы мне с ней не завести семью? И, так сказать, решается на достаточно быструю свадьбу. Et donc il vient, il trouve cette jeune fille, il se dit mais pourquoi in fine ne pas fonder une famille, et il se décide très rapidement à se marier. Ужас оказался в том, он не знал, и это, видимо, была проблема, так сказать, межгендерных отношений. Он не знал, что он относится к такому типу людей, которых присутствие женщины в их жизни оказывается не просто обузой, а мукой. Et en fait, il se retrouve en pleine horreur parce que lui-même ne savait pas en fait qu'il en était, peut-être que c'est une question de relation de genre, mais la présence féminine n'est même pas un fardeau, c'est un tourment permanent. Он в какой-то момент начал впадать. Et en fait, c'était une véritable hystérie. Leur mariage n'a duré in fine véritablement, enfin en tout cas leur vie n'a duré que quelques semaines, peut-être un mois, mais en tout cas c'était un temps très court. Ce qui fait qu'il a dit très vite à ses frères, si vous ne vous débarrassez pas d'elle, il avait compris à ce moment-là qu'il avait effectivement commis une grave erreur, soit je me suicide, soit je deviens fou. Et in fine, ça l'a fait effectivement plonger dans l'alcool et il s'est mis à boire énormément. И что ей только не предлагали братья, как мы тут в одной сцене видим, но это... Et là, on voit dans le film évidemment une scène où ses frères à lui font des propositions. En fait, ça a duré toute la vie ces propositions-là. Ils lui ont proposé de l'argent, ils lui ont proposé d'organiser sa vie, ils lui ont proposé de lui acheter des tas de choses, ils lui ont proposé d'aller faire des voyages. Et elle a toujours tout refusé parce qu'elle ne comprenait pas, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et peut-être que d'ailleurs personne à sa place n'aurait compris pourquoi est-ce que brutalement sa vie a pris un tel virage. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'aimait pas elle? En fait, il n'aurait pu de toute façon aimer sans doute absolument aucune femme. Il se trouve que celle-ci, particulièrement, était en plus éloignée
de sa musique à lui était éloignée de ce qu'il était lui-même. Lui était comme ça, espèce amoureux, si je puis dire, d'une cantatrice qui s'appelait Désirée Artaud, qui était comme une étoile absolument inaccessible, mais jamais il n'aurait pu avoir de vie commune avec une telle femme. Поэтому я думаю, что история здесь сложнее, чем просто история о социальном. Et donc l'histoire est bien plus complexe que justement un problème de société. C'est pas juste de savoir si on peut arriver à s'adapter socialement dans la vie. C'est plus l'histoire de cette espèce de grand mensonge qui génère une tension intérieure. Et donc c'est pas que sur un problème de société, mais c'est beaucoup plus sur les souffrances intérieures et sur les tortures qu'endure cette personne. Alors, je pose une dernière question sur ce film-là, et puis ensuite on posera une question sur chacun des 3 autres films. Là, vraiment sur des enjeux esthétiques. Le film est très très tenu sur ses choix de couleurs. Il y a une espèce de travail permanent sur le noir et l'or. Le noir et la couleur du feu, la couleur jaune-orange, qui sont très très présentes du début à la fin. Le noir étant très vite associé à la question du deuil, évidemment, par l'ouverture. Et même le mariage ressemble à un enterrement, c'est une des phrases du dialogue. Enfin, c'est très... Voilà, filé, cette métaphore, et le feu, l'or, renvoyant à la fois à l'alliance, au feu dans lequel cette alliance va disparaître. Voilà, donc pourquoi avoir élu ces 2 couleurs-là de façon aussi forte, y compris pour créer un contrepoint avec la couleur rouge de la robe que Tchaïkovski n'aime pas et qui est associée à la fois au train et à la salle de spectacle. Voilà, comment il travaille sur ces choix de couleurs qui donnent cette unité chromatique à la fois lui, dans ce qu'il choisit en amont du tournage, et ensuite avec ses collaborateurs. Вообще вопрос цвета всегда для меня самый мучительный. C'est pour moi la question la plus difficile à laquelle je dois répondre, c'est la question de la couleur. Я очень люблю черно-белые фильмы, и для меня, когда все черно-белое, для меня, когда все черно-белое, мне как-то спокойнее. J'aime beaucoup les films en noir et blanc, et donc en fait quand je vois le noir et blanc, tout de suite je me sens beaucoup plus calmé. Когда надо снимать цветовое кино, у меня начинается паника. Значит, потому что возникает огромное количество. Quand en fait j'arrive justement à la couleur, je me dis que je suis pris d'une crise de panique, si vous voulez, parce que j'ai tous les problèmes qui se posent avec les questions auxquelles j'ai pas forcément la réponse, où je me dis, mais donc alors, cette robe-là, c'est quelle couleur? Ce costume, c'est quelle couleur? Le bouton, le meuble, bref, c'est toute une palette de couleurs qu'il faut non seulement arriver à contrôler, mais aussi à fabriquer. La moitié de la vie que j'ai passée sur ce film, c'est à résoudre des problèmes de couleurs. Мы начали шить платья, начали шить костюмы, и как-то вроде бы подобрали гамму. Et donc on s'est mis à coudre, effectivement, à fabriquer les costumes, les robes. On est allé dans les musées, on a décidé d'une gamme, d'une palette de couleurs, et on s'est dit qu'on n'allait pas sortir de cette palette de couleurs, que les meubles allaient aussi entrer dans cette palette de couleurs, et c'est là qu'a commencé la catastrophe. Значит, мы фильм снимаем при... Et en fait, on a tout tourné avec juste la lumière des lampes à huile et des bougies. Or, il se trouve que les lampes à huile et les bougies renvoient une lumière jaune qui change complètement la palette des couleurs que vous avez devant vous. Ce qui fait que le rouge est plus rouge. Par exemple, lorsqu'elle se marie, on avait très longuement choisi la couleur de la robe de mariée dans laquelle elle serait. Et la couleur était jaune canari. On avait choisi cette couleur jaune canari. Et ben, quand on s'est mis à tourner, à la lumière de ces fameuses lampes à huile et des bougies, la robe est devenue rose. Et personne n'arrivait à comprendre comment c'était possible que cette robe jaune canari devienne rose. Потому что те pribоры, которые обычно используются. D'habitude, quand on tourne un film, on prend des projecteurs, et ces projecteurs-là, quand ils projettent la lumière, qui sont contrôlables. Vous pouvez contrôler effectivement quel type de couleur vous voulez avoir et quel type de lumière vous pouvez avoir. Vous pouvez évidemment prendre vos dispositions. Là, en l'occurrence, non, parce que chacune des bougies ou chacune des lampes à l'huile va avoir sa température également qui va différer d'une bougie ou d'une lampe à l'autre. Donc ça rend les choses complètement imprévisibles, ce qui a mené à une certaine catastrophe. On a été obligé de coudre d'autres costumes, on a été obligé de repeindre et de recolorer un certain nombre de choses. Alors je pose une question sur la liaison entre la fièvre de Petrov et la femme de Tchaïkovski. Il y a un élément narratif commun. La fin de la fièvre de Petrov, c'est une résurrection. C'est le personnage qui sort du cercueil et qui court dans la ville. Et le début de la femme de Tchaïkovski, c'est aussi une sorte de résurrection très temporaire, puisque Tchaïkovski se lève de son cercueil. Et donc il y a cette espèce de résonance entre les deux films de suite, et pour autant ils sont extrêmement différents l'un de l'autre, notamment parce que la femme de Tchaïkovski est, en termes de narration, beaucoup plus classique, et vous parliez, vous, d'une narration symphonique pour la fièvre de Petrov. Donc qu'est-ce qui vous intéressait dans l'adaptation du roman de Sannikov sur cet éclatement narratif, sur cette divergence de registres qui permet de passer du réel, de l'imaginaire,
de la réminiscence. Et qu'est-ce qui justifie d'une certaine façon la sobriété, le classicisme de la narration dans la femme de Tchaïkovski? Спасибо, это такой очень точный вопрос, и в нем, как в любом хорошем вопросе, есть уже ответ. Merci pour cette question extrêmement précise, mais comme dans toute bonne question, la réponse est à l'intérieur. Вы произнесли слово «симфония», и это именно тот самый принцип, по которому я стараюсь строить картины, ну, как бы, чтобы они имели некое симфоническое ощущение, симфоническое звучание. Le mot, vous l'avez prononcé, c'est le mot symphonie. En fait, à chaque fois qu'on fait un film, on essaye justement que l'ensemble symphonique se forme et fonctionne. Только музыка, разумеется, совсем разная. Mais pour la musique, bien évidemment, c'est complètement différent. И в случае Петровых это более хаотическое. Et chez Petrov, bien évidemment, c'est beaucoup plus chaotique, c'est comme une espèce de symphonie cacophonique, avec des extraits comme ça, pris à droite à gauche de mélodies extrêmement connues, de mélodies qu'on répétait ou qu'on entendait dans notre enfance, qui parfois nous faisaient pleurer. C'est une espèce de mix comme ça, de mélange qui amène au bad trip du personnage principal de la fièvre de Petrov. А в случае жена Чайковского, конечно, это мой какой-то не то что омаж, но мечта по большому. Dans la fièvre, dans la femme de Tchaïkovski, effectivement, c'est plus un hommage, si vous voulez, comme je voulais rendre hommage au grand style. En fait, ce qui m'a véritablement plu, c'est que c'était un film historique. J'aime beaucoup les films historiques, j'aime beaucoup les films en costume. Bien évidemment, j'aime aussi les films que je vais qualifier de punk, si vous voulez, des films avec une réelle folie. Et je me dis que de toute façon, même dans le côté punk, il y a toujours un peu de petite bourgeoisie aussi qui pointe quelque part. Mais là, j'avais envie de quelque chose de classique avec des plans qui soient des plans qui soient beaux, au début, quand j'ai commencé à réfléchir sur le film, je me suis rappelé les films de Visconti, par exemple. Donc, c'est des effets de grand style et qui, bien que ce soit un film relativement intime, j'avais envie de recréer cette belle époque, ces belles personnes, ces beaux costumes, les corsets, par exemple. Peut-être que j'aurais pu insérer un peu plus de folie, mais voilà, j'ai voulu rester sur quelque chose de plus classique avec une narration qui me paraissait plus harmonieuse et qui soit plus en rapport avec la musique que le film raconte, même si on s'aperçoit qu'il y a peu de musique de Tchaïkovski dans le film. Вот главное мое, так сказать, желание разрушить эту всю красоту, оно выражалось в том, что мы запустили в каждый сет мух. И про мух это сейчас отдельная история у нас. Сейчас мы ее, наверное, должен рассказывать. Et j'ai eu à un moment quand même envie justement de briser cette beauté, et pour la briser, j'ai trouvé l'idée de la mouche, des mouches, et je vais vous en parler. Parlons des mouches. Значит, я совершенно точно знал, что это эпоха, когда нет канализации, когда выливают воду и нечистоты прямо на улице. В этом городе, в Петербурге должно быть полно, и в Москве все то же самое, должно быть полно мух. Ну, их должно быть просто полчища. Je savais qu'à cette époque, rappelez-vous, Saint-Pétersbourg, mais de toute façon à l'époque, il n'y avait pas de caniveau, ça n'existait pas, on jetait les ordures comme ça en plein milieu de la rue, ce qui fait que je me suis dit qu'à cette époque, à Saint-Pétersbourg, ça devait être couvert de mouches. Я сказал, ребят, нам надо очень много мух. Ну, значит, они сказали, наши реквизиторы и продюсеры сказали, хорошо, но если что, мы потом нарисуем. Я говорю, нет, нам надо мухи, которые летают в павильоне. Donc j'ai dit, quand on a commencé le film, j'ai dit, en fait, moi je veux plein de mouches. Donc j'ai les accessoiristes, les producteurs, qui m'ont dit, ok, on va faire ça, mais sinon, éventuellement, on les rajoutera ensuite en post-production à l'ordinateur. J'ai dit, non, moi je veux des mouches sur le plateau. Они привезли мух из какого-то хозяйства рыбного, которые, значит, этими мухами кормят рыб. И они их привезли в студию. Et donc ils sont allés chercher dans une espèce de ferme, en fait, de ferme, où il y a de l'élevage de poissons. Ils nourrissaient les poissons avec ces mouches-là, et ils ont pris un certain nombre de mouches et ils les ont apportées sur le plateau. Они никуда не полетели. Et elles n'ont jamais pris leur envol. Эти мухи, которые предназначены на корм рыбам, они вообще не про свободу, они просто корм. Ces mouches qui sont destinées à nourrir le poisson, n'imagine pas qu'il puisse y avoir un instant de liberté, elles sont là pour nourrir. Я говорю, мы собрали совещание, первое совещание про мух. Что делать? Et donc on s'est dit, bon ben, première réunion, qu'est-ce qu'on fait avec les mouches? Значит, какие идеи? Надо вызвать специалиста.
давайте вызывайте. Et donc, c'est quoi les idées? Bon, ben, alors on va demander à un spécialiste de venir. Пришел специалист, Donc, il vient. профессор, биолог, сказал, значит, ребята, у вас большие проблемы, потому что мухи полетят только если они признают это помещение своим, если они поймут, что это их мир. Et donc le professeur est venu, un grand biologiste, qui nous dit en fait vous faites face à un grand problème, c'est qu'elles ne prendront leur envol que si elles reconnaissent le territoire, si elles se l'approprient, si elles ont l'impression d'être chez elles. То есть это как артисты, которые для того, чтобы хорошо сыграть, должны не просто выучить слова или не просто надеть костюмы, а превратиться в персонажей, как в фильме, как артисты великие, хорошие делают, они начинают становиться этими персонажами, и только тогда их можно снимать в кино. C'est comme les artistes en fait, c'est pas juste une question d'apprendre son texte, c'est devenir le personnage et qu'au fur et à mesure ils vont se réincarner et devenir le personnage en question. Я спрашиваю, так что нам делать, чтобы мухи поверили нам? Et donc je dis au professeur, je dis mais qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là pour qu'elles nous fassent confiance les mouches? Они сказали, ну знаете, вот это поколение мух уже вам не поверит. Et il nous a répondu, vous savez, cette génération de mouches, elle va pas vous faire confiance. Может быть, следующее поколение, может быть, вам как-то поверит, потому что уже родятся здесь. Peut-être que la prochaine génération, si la prochaine génération naît ici, peut-être qu'elle vous fera confiance. И, значит, мы начали выращивать в павильоне мух. Et donc on s'est mis à les élever. То есть все объедки, все какое-то гнилое мясо, какое-то дерьмо, которое там было везде, все приносили для того, чтобы мухи чувствовали себя комфортно. Et donc on s'est mis à réunir tous les restes des plats qu'on mangeait, toute la pourriture, toute la merde, etc., de manière à ce que petit à petit elles se sentent effectivement chez elles. Все это происходит параллельно с репетициями, то есть приходят артисты, меряют платья, говорят, что так воняет? Так надо. Et donc tout ça se passait au milieu des répétitions, les gens en train de mettre les robes, les costumes, ils disaient, ça pue ici, c'est quoi ça? Oui, c'est normal. И, значит, дальше у вот этих мух, которые нам не поверили и не полетели, родились дети. Et donc ces mouches qui ne nous faisaient pas confiance ont fini par faire des œufs et donc des petits. И они, я вижу, они как-то летят, но в кадр они не летят. Они не летят в кадр. Et effectivement, elles finissent par prendre leur envol, mais pas dans le champ de la caméra. Мне уже вообще жизнь Антонины, жизнь Петра Ильича меня вообще не волнует. Мне уже это в какой-то момент перестало интересовать. Меня интересовало только, почему мухи не lетят в кадр. Et donc, j'ai commencé à me dire qu'en fait, j'en avais rien à foutre de la vie d'Antonina Miloukova, de Tchaïkovski. Il y avait qu'un truc qui m'intéressait, c'était savoir pourquoi ces putains de mouches n'allaient pas dans le champ de la caméra. Я спрашиваю этого человека, который имеет связь с этим профессором, почему мухи не... Скажи правду, что там случилось с мухами? Donc, je finis par me recontacter le fameux professeur en disant, mais pourquoi est-ce qu'elles ne volent pas dans le champ de la caméra? Профессор передает мне, говорит, вы знаете, я не хотел вас расстраивать. Проблема в том, что не это поколение мух, а вот следующее поколение полетит. Вот через поколение. Mais en fait, c'était pas la première génération qui allait rentrer dans le champ, c'est la deuxième. Я говорю, это как Моисей, который водил свой народ по пустыне 40 лет, вот чтобы поколение забыло рабство. Он говорит, точно. Je dis, mais alors c'est comme Moïse qui pendant 40 ans a emmené sa tribu à l'intérieur à travers le désert de manière à ce qu'ils oublient avoir été esclaves. C'est ça, exactement. Значит, вот когда родилось третье поколение мух, которое стало летать, они знали, что это, значит, мы действительно были счастливы, и вот в кадре та муха, которая садится на лоб. Et donc, in fine, cette troisième génération a fini par voir le jour, et même la mouche que vous voyez se poser sur le front de Tchaïkovski, effectivement, c'est ce qu'elle avait réussi à faire. On était au comble du bonheur, en fait, une espèce de fête de la félicité, et on s'est mis même à applaudir les mouches. Les gens pensaient, d'ailleurs, les artistes pensaient que c'était eux qu'on applaudissait, mais pas du tout, c'était les mouches. En fait, on était comme des gosses, et à chaque fois qu'il y en avait une qui venait se poser sur une lampe ou sur un pot de confiture, on était ravis, on les applaudissait, et les autres pensaient que c'était pour eux. В общем, короче, когда артисты поняли, что
Et donc ces mouches ont fini par faire partie de la vie intime de notre ensemble, de notre groupe. Il y avait les artistes, il y avait l'équipe, et puis il y avait les mouches. Et vous savez, en fait, on a mis quand même quasiment 6 mois à se préparer à ce tournage. J'avais demandé à ce que les hommes laissent pousser leur barbe, qu'ils laissent également pousser leurs cheveux. Et tout ça a formé, in fine, un ensemble extrêmement harmonieux qui nous a conduit à vivre un vrai bonheur sur le tournage. Je termine par une dernière question qui va faire le lien entre les mouches et le film qui est diffusé ensuite, c'est-à-dire Le Disciple. Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé en revoyant ce film que j'adore. La première chose, c'est qu'il s'intéresse moins au fanatisme du personnage principal qu'aux effets produits par ce fanatisme sur la société. Oui, Le Disciple, oui. Ouais. Donc, qu'aux effets produits par ce fanatisme sur l'institution scolaire, sur la mère même, et sur la façon dont tout le monde finit par céder à cette pression religieuse. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est l'humour, justement, qui me paraît très présent, à la fois dans la séquence, par exemple, des carottes et des capotes, ceux qui ont vu le film savent, mais aussi dans la mauvaise jambe à laquelle on demande de grandir, dans la croix qui bute sur le tunnel, voilà. Et donc j'ai envie à la fois de l'interroger sur ce décentrement, là aussi, puisque ce sera le thème commun sur l'ensemble de cette masterclass, pourquoi il a choisi de décentrer sur l'acceptation des concessions de la société face à cette figure religieuse, et puis sur la nécessité dans ce film-là, entre autres, de ce contrepoint humoristique permanent qui fait de ce film un film à la fois très politique, très grave et très drôle. Если говорить о фильме, спасибо, что вы его показываете, потому что, мне кажется, этот фильм «Disciple», «Ученик», он сегодня какую-то, наверное, еще большую актуальность приобретает, чем тогда, когда он, значит, вышел. Je voulais d'abord commencer par vous remercier de montrer ce film parce qu'il me paraît aujourd'hui beaucoup plus actuel que lorsqu'il est sorti. Ну вот мы с вами сейчас находимся свидетелями невероятных событий, происходящих с нами. Мы живем в эпоху, допустим, фейк-ньюс. Aujourd'hui, nous sommes tous les témoins de ce qui se passe autour de nous. On vit à l'époque des fake news. Это значит, что мы не понимаем, какая картинка или какая новость правда, а какая нет. Et donc ça veut dire que nous ne comprenons pas effectivement quelle image est vraie et quelle image ne l'est pas. Какой текст является написанным автором и выражает его мнение, а какой текст написан нейросетью. Et donc on ne sait même plus faire la différence aujourd'hui entre le texte qui a été véritablement écrit par un auteur ou par de l'informatique. Все привычные настройки мира уходят. Все привычные настройки мира меняются. Мы в какой-то момент перестаем понимать, где потолок, где пол, что происходит со стенами, почему они переворачиваются. Donc toutes nos habitudes du monde qui nous entourait, tout ce qu'on avait l'habitude de voir autour de nous, tout ça aujourd'hui est complètement révolutionné et on ne voit plus la différence entre le plafond, le sol et pourquoi est-ce que les murs finalement sont en train de se tordre. Те войны, которые, та война, которая сейчас идет физически, она имеет и другой аспект. Вокруг идут сложнейшие информационные и гибридные войны. Et la guerre physique à laquelle aujourd'hui, devant laquelle on se trouve, revêt également un deuxième aspect qui est une guerre hybride derrière cette guerre physique. Если к этим войнам, когда... Et autant quand on voit effectivement des fusées tomber sur les maisons, on voit bien ce que ça fait et le mal qui est fait. Autant on ne voit pas et on n'arrive pas à comprendre ce qu'est cette guerre hybride et comment elle se joue. Я вам расскажу в качестве примера вот случай из моей последней неделю назад. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'habite à Berlin et en fait, dans ma boîte aux lettres, j'ai vu un jour un flyer qui avait été déposé. Je m'en suis pas étonné parce qu'il y a bientôt des élections qui vont avoir lieu chez nous. Et en fait, sur le flyer, il y avait la photo d'un homme et d'un travesti. Donc, il était maquillé comme une femme, mais il portait une barbe avec un prénom un peu curieux. Il se présentait donc comme candidat à la députation. Et je me disais quand même, ils sont extrêmement progressistes ici. А ее еще зовут, этого кандидата, Лола Виагра. Et ce candidat s'appelle Lola Viaga. Я думаю, ничего себе депутат Бундестага такой, думаю, ну вообще.
Et je me disais, effectivement, pour se présenter au Bundestag, quand même, ça y va fort. Et donc j'appelle un ami, et il me dit, non, mais attends, jette ça immédiatement, ça vient d'un parti de droite, ils sont contre tout ce qu'on aime, c'est un parti extrêmement radical, ils veulent des valeurs, ils estiment que ça c'est une valeur allemande, ça c'est une valeur pas allemande, donc c'est un parti d'extrême droite. Я думаю, вот, значит, как это все устроено? Et donc je me dis que c'est effectivement tout ça, et intéressant de voir comment tout cela se joue, et ce parti d'extrême droite, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils essaient de faire en fait. C'est une tentative de nous faire perdre pied, de plus savoir exactement où on en est, de nous lancer cette image de Lola Viagra, et c'est éventuellement à ce moment-là nous montrer via l'image les valeurs contre lesquelles ils sont. C'est très très bizarre. Et si je reviens au film Le Disciple, c'est justement le modèle de ce comportement qui marquait la lutte, parce que le héros, lui, en fait, met en avant un certain nombre de valeurs, il cite la Bible, il parle de ces valeurs-là, et pourtant son comportement était à l'opposé des valeurs qu'il met en avant. Et je vois bien effectivement, quand le héros se met à parler de valeurs, on voit bien ce qui s'est passé dans la société russe depuis quelques mois, et moi j'ai l'impression même parfois que c'est irréversible. Dès lors que quelqu'un se met à dire nos valeurs, on est véritablement à la lisière des interdictions de profession, des interdictions d'artistes qui ne peuvent pas exercer leur métier, d'interdire des pièces, et on est vraiment à la lisière des autodafés. D'ailleurs, je note que dans le film, c'est très frappant à le revoir, le portrait de Poutine est utilisé 2 fois. La première fois, c'est par le personnage principal qui va édicter de nouvelles lois sur comment s'habiller à la piscine, est-ce qu'on a le droit de porter telle ou telle tenue. La deuxième fois, c'est quand Elena se révolte et dénonce la dictature qui est en train de s'installer dans l'école. Et évidemment, le film résonne très fortement aujourd'hui, puisqu'à la fin, elle décide qu'il faut rester sur place, cloué sur place, et que Kirill a été obligé de s'exiler à Berlin pour pouvoir continuer à faire son travail. Да, и это все, о чем вы говорите, это снималось когда? 4 Et en fait, ce film a été tourné il y a, je sais même plus d'ailleurs, 4-5 ans, ou voire un peu plus. On sentait bien qu'on allait sur ce chemin-là. Aujourd'hui, on a l'impression de tirer un bilan, mais on s'apercevait déjà à l'époque qu'on allait dans cette direction-là. Как мы все говорили, ну не может в парламент, ну в России, что могут избрать депутатов с какими-то явно нацистскими убеждениями, но не может этого быть. А их избрали, а они туда прошли, и они принимают законы и меняют генетику страны. И это происходит вот так. On se disait à l'époque que ce n'était pas possible que des gens qui professaient des positions nazies ne pouvaient pas être élus à la Douma, donc au Parlement. Et bien finalement, ils ont été élus. Ils sont en train aujourd'hui, via les lois qu'ils sont en train de promulguer, de changer la génétique du pays. Поэтому надо понимать, что та свобода, которой мы сегодня, во всяком случае, вы здесь обладаете, это огромное достижение, и его надо ни в коем случае не потерять. Donc il faut absolument que vous compreniez que la liberté dont vous jouissez ici, c'est quelque chose, c'est un acquis qu'il faut absolument conserver. Merci beaucoup Joël Chatron pour la traduction, et merci Kirill Serebrennikov. Il file à Saint-Denis pour le festival, et c'est un honneur pour la Seine-Saint-Denis de recevoir Kirill dans 2 endroits différents.